Aussi qu'elle prend la suite d'une initiative que nous avons partagée d'ailleurs au mois de juin dernier. Vous avez peut-être le souvenir que nous avons publié dans le journal Le Monde le 8 juin dernier une lettre ouverte au Premier ministre appelant précisément son attention sur ces questions de la solidarité et sur les risques que pouvaient comporter un certain nombre de décisions plus ou moins bien concertées ou plus ou moins mal concertées et prises sans plan. Sans plan d'ensemble. Alors je vais revenir rapidement là-dessus pour expliquer pourquoi nous nous sommes volontiers associés à cette initiative de l'APR. Les pouvoirs publics, eux, se sont, évidemment, tout le monde s'est félicité dans l'année qui vient de se passer, difficile, avec la crise, de l'efficacité des amortisseurs, ce qu'on appelle des amortisseurs sociaux, qui ont tout de même, malgré bien évidemment un certain nombre d'accidents de la route qui se sont produits, la route sociale, qui se sont produits néanmoins, ont permis néanmoins au pays de ne pas se déchirer complètement alors que la crise était particulièrement violente. Donc ces amortisseurs sociaux ont joué leur rôle. On sait bien que la crise n'a pas terminé ses effets sociaux. Ça ne veut pas dire, je veux dire que si le taux de croissance commence à s'améliorer très légèrement pour le moment, ça ne veut pas dire pour autant que les effets sociaux de la crise ne continuent pas à se manifester, car la croissance reste molle. Et puis nous avons bien évidemment tous ceux qui ont été les victimes de cette crise au cours de ces 12 derniers mois, qui sont venus s'ajouter à tous ceux qui étaient dans le domaine, dans la zone de l'exclusion, que ce soit pour des raisons de santé, des raisons d'emploi, des raisons diverses que l'on connaît. Alors, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que nous ne voyons pas véritablement du côté des pouvoirs publics le plan d'ensemble sur le terrain social accompagnant cette situation de crise. Il y a des mesures éparses que l'on voit prises et qui, la plupart du temps, concernent des économies qu'il s'agit de réaliser, et on voit des décisions un peu erratiques, voire désordonnées, prises tantôt par l'État, tantôt par les collectivités locales, tantôt par les organismes de sécurité sociale. Il y en a pas mal, j'en cite quelques-unes que vous connaissez, la réduction du nombre des contrats aidés, on se demande vraiment quelle est la pertinence avec le niveau de chômage qui continue à tangenter les 9% que nous avons. On voit que le conseil d'administration de la CNAM s'estime en devoir de refuser la convention d'objectifs et de gestion qui lui est proposée, pas seulement parce qu'il y a des suppressions de postes à la clé, mais aussi parce que le budget d'action sociale pour les années à venir diminue est pratiquement divisé par deux, sans qu'on comprenne nécessairement pourquoi. On voit la réduction des crédits de la CNSA, qui est des crédits délégués au département, je veux constater encore cela à Marseille à la fin de la semaine dernière, qui vont atteindre évidemment les dotations destinées aux établissements accueillant des personnes avec un handicap ou les établissements accueillant des personnes âgées. On voit un prélèvement de 340 millions sur les organismes HLM qui viennent, semble-t-il, se substituer à des politiques d'État. Nous voyons le rapport de Mme Rousseau-Debord sur la dépendance qui semble bien rentrer dans la philosophie qu'évoquait à l'instant mon voisin de gauche. Quelle est la politique suivie? Quelles sont les priorités du gouvernement dans la conduite de ces affaires? Comment seront préservés les plus fragiles, les plus vulnérables, auxquels nous nous intéressons évidemment en priorité, autant par conséquent de points d'interrogation. Alors, l'UNIOPS, l'APF, 8 autres grandes associations, je l'ai dit tout à l'heure, avaient attiré l'attention du Premier ministre au mois de juin dernier. Il avait envoyé une lettre sur ces sujets pour manifester ses inquiétudes devant ces décisions prises ou à prendre qui nous inquiètent, évidemment, qui nous atteignent quelquefois très directement dans nos missions, dans les missions de nos adhérents, quelquefois même dans notre existence. Je veux dire que nous n'avons pas eu de réponse, ce qui n'a pas manqué de nous étonner. Alors, aujourd'hui, nous appelons, j'en ai dit très solennellement, l'attention des pouvoirs publics, gouvernement comme collectivités territoriales et les médias, naturellement, sur les risques de démontage de la solidarité que nous sommes peut-être en train de courir. Et nous allons redemander au Premier ministre un rendez-vous, car nous considérons que nous, association de la solidarité, qui représentons 25 000 établissements et services, près d'1 million de salariés, le nombre de personnes accueillies, on ne sait pas décompter, mais il est évidemment énorme. Nous devons être traités au moins comme des partenaires sociaux que le gouvernement rencontre très régulièrement pour discuter des grandes orientations économiques, sociales et financières
que les pouvoirs publics s'apprêtent à prendre. Alors, il n'y a pas de raison, me semble-t-il, pour que nous n'ayons pas le même dialogue ouvert, critique naturellement aussi, avec les pouvoirs publics. Nous allons redemander au Premier ministre ce rendez-vous pour essayer de mieux distinguer ce que vont être les priorités, les orientations, de telle manière que nos associations, aujourd'hui menacées par ce qui tombe donc de façon complètement désordonnée sur leurs moyens, sachent à quoi s'en tenir pour les mois et les années à venir, et puissent se mettre en position de s'orienter et de réduire les risques et au contraire d'essayer de rebondir autant qu'elles le peuvent pour continuer à remplir leur mission auprès des plus vulnérables de notre société. Bien sûr, nous sommes complètement aveugles, nous savons bien que la France est devant une situation extrêmement difficile sur le plan financier, un niveau d'endettement de 80% du PIB, un déficit du budget de l'État de 8%. Nous pensons aussi que cela mérite des corrections importantes, car la solidarité elle-même serait menacée si nous continuons de connaître ces dérives. Mais ceci ne peut pas se faire naturellement au détriment des plus fragiles, pour des raisons sociales et humaines d'évidence, pour des raisons économiques aussi, car si le pays continue de se déchirer, ce sont les décisions économiques et financières qui trouveront beaucoup de difficultés à s'appliquer, pour ne pas dire qu'elles ne pourront pas même s'appliquer du tout. Alors nous demandons au gouvernement au fond trois choses. Dis-moi, quelle est la cohérence d'ensemble? Quelles sont ses priorités? Deuxièmement, quelle est la politique de l'emploi? Car beaucoup tient de la question d'emploi, vous le savez, puisque ça reste la base de la protection sociale et du financement de l'action sociale très largement. Quelle politique de l'emploi? Quelle perspective en matière de chômage et en matière d'emploi? Enfin, quels sont les moyens de maintenir la dignité des personnes qui sont atteintes par la crise, celles qui l'avaient été dans le passé, par la crise passée, mais qui sont toujours là, sur le bord de la route, ceux qui sont atteints par la crise aujourd'hui depuis plusieurs mois, qui viennent s'ajouter à la première catégorie, et puis ceux qui nécessairement, nous espérons le moins possible, vont se trouver dans les mois à venir également atteints par les conséquences de ces crises. Voilà la raison pour laquelle nous lançons cet appel à la solidarité, au maintien de ce principe de solidarité, qui, comme le dit l'appel que vient de dire Jean-Marie Barbier, est pour nous un élément fondamental de notre pacte national.